Attention, ceci est bien du chocolat belge. La Belgique à travers le monde, ce n'est pas uniquement ses artistes, mais aussi sa gastronomie, bière et chocolat en tête. La popularité du chocolat belge arrive à son apogée lorsqu'en 1912, Jean Neuhaus Junior, le petit-fils du créateur de la marque de 1857, invente une bouchée au chocolat fourré, la praline. Un nom qui fait référence au verbe praliner signifiant en langage agricole enrober les racines. 3 ans plus tard, Neuhaus et son épouse Louise offrent une nouvelle révolution à la confiserie en inventant le ballotin, en lieu et place du traditionnel cornet. Neuhaus, mais aussi Godiva, Léonidas, Cornet, Galère, Dascalides, Côte d'Or, Calbaute, Jacques et tant d'autres. La Belgique et le chocolat, c'est une véritable histoire d'amour depuis longtemps. En digne héritier de cette fabuleuse lignée, Pierre Marcolini. Sacré champion du monde de pâtisserie en 1995, il se consacre tout entier aujourd'hui au chocolat et met un soin particulier à chasser l'excellence de la fève. Il faut savoir que quand on regarde une fève de cacao, il y a 40% de beurre de cacao à l'intérieur. Entre 35 et 40%, ça dépend un peu des variétés. C'est exactement la même chose qu'une amande ou une noisette. Quand vous la pressez, il y a de l'huile de noisette ou de l'huile d'amande qui sort. Eh bien, une fève, c'est exactement la même chose. Et donc, par frottement, par le fait de la mixer, on obtient une pâte qui est celle-ci. Donc, on appelle ça une pâte pure de cacao. Une épice, quand vous la broyez finement, quand vous la pressez comme du poivre, comme du piment ou quoi que ce soit, au plus c'est pressé, au plus vous allez avoir des arômes qui vont se développer et qui vont se découvrir. Eh bien, le chocolat, et ce qui a fait la réputation du chocolat belge au début du XXe siècle, c'est que tous les pays industrialisés, la France, la Suisse, etc., allaient jusqu'à entre 20 et 25 microns. Alors que les Belges ont tout de suite été jusqu'à 12 à 15 microns et donc ont une saveur et à la fois au niveau du chocolat et au niveau de la sélection des fèves de cacao. Donc très rigoureux au départ. Je crois que quand on regarde l'origine de la Belgique, elle a été l'ambassadeur du chocolat. Pourquoi? Parce qu'elle a bousculé les habitudes, parce que tous les créateurs au début du XXe siècle ont été là pour bousculer ça. C'est à un moment donné de se dire, au fond, est-ce qu'on doit rester dans un chocolat qui est simplement une tablette? Et effectivement, en Belgique, dès le début du XXe siècle, on a commencé à travailler sur des pralinés, on a commencé à travailler sur des arômes, on a commencé à travailler. Donc il y a eu cette créativité-là. Côte d'Or avec l'Expo 58, avec son fameux bâton, le chocotoff, etc. etc. Jean Neuhaus avec l'invention du ballotin et des pralines. Alors, je pense que j'essaie d'être dans la lignée de ça. Je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. Je crois que le gros problème, c'est que quand on a été très créatif au départ et qu'aujourd'hui, ça devient une institution, on a plutôt tendance à s'endormir sur ça et on essaie de réveiller les consciences en disant « Eh bien non, il y a eu toute cette vague de jeunes créateurs, il faut réveiller le créateur qu'on a en soi. » Et si Pierre Marcolini parcourt le monde au service de son art, c'est à Bruxelles qu'il aime demeurer. C'est à cette ville qu'il doit bon nombre de ses coups de cœur et son inspiration. Bruxelles a une qualité de vie. Les gens, on travaille, effectivement, comme partout. Mais par contre, on a cet esprit gaulois qui, à Bruxelles, est fabuleux. Il y a un moment donné où on peut avoir ce qu'on appelle le sens de la fête, le sens de l'amitié, le sens de pouvoir se trouver des amis. On peut parler avec son voisin beaucoup plus facilement. Il y a en plus une succession de petits villages gaulois à Bruxelles qui fait que dès qu'on a marché 2 km, on a l'impression d'être ailleurs. Au Sablon, on a une place, d'abord la place la plus belle de Belgique, pardon. Pourquoi? Alors, parce que c'est très facile de le dire, mais je l'explique. Elle est fréquentée par des Bruxellois. Les Bruxellois se donnent rendez-vous en se disant, entre amis, on ira boire un verre, on va aller manger, on va découvrir, on va se balader, que ce soit le marché des antiquaires, etc., etc. Donc il y a toujours un but à aller au Sablon.
On ne peut pas parler de Bruxelles, capitale de la Belgique, sans évoquer ses estaminets, lieux qui, outre les bières, brassent à la fois les générations et les couches sociales. Même si certains estaminets, comme la Fleur en papier doré, étaient davantage fréquentés par les artistes, dont René Magritte et plus tard Alechinsky puis Hugo Claus, qui en fit référence dans son œuvre Le chagrin des Belges. Tous s'y retrouvaient pour y refaire le monde autour d'une pinche de bière. La bière se consomme dans les estaminets qui eux-mêmes deviennent des centres culturels. Donc la bière, vocation culturelle incontestablement. Les gens se réunissent dans les estaminets, la télévision n'existe pas, les voyages n'existent pas. Donc on se réunit, on discute, on parle des problèmes. Dans les arrière-salles d'estaminets, toujours autour du verre de bière, naissent les syndicats, naissent les mutuelles, les caisses d'épargne. C'est toute la société qui en fait grandit et se développe autour du verre de bière. Qui dit bière dit fête populaire et qui dit fête populaire dit frites et football. Parfois même, on croise dans le stade bruxellois d'Anderlecht deux grands noms de la restauration. Pierre Wijnans, triple étoilé au guide Michelin pendant plus d'un quart de siècle, chef de file de la gastronomie belge. Comme ça, s'il vous plaît? Oui, la mayonnaise, bien sûr. Et le Picardie, c'est plutôt bruxellois, ça, non? Non, ça dépend. À Arlos, par exemple, moi je suis à la foire à Arlos, ils mangent énormément de pickles, là, Picardie. Ah, ouais. À Bruxelles, il y a beaucoup de sauces piquantes maintenant qui se vendent, comme l'américaine andalouse. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus des autres pays, vivre en Belgique, et eux, ils aiment bien les sauces piquantes, tu vois. Faire une bonne frite, il faut des bonnes pommes de terre. Il faut de la graisse de bœuf, c'est ça qui donne un goût spécial à la frite. Hein. Il y a des gens qui cuisent les frites dans l'huile d'arachide, mais l'huile est un goût neutre, tandis que la graisse de bœuf donne un goût particulier. Alors, mais surtout le savoir-faire, parce qu'on croit que faire des frites c'est facile, mais il faut quand même savoir. C'est la graisse de bœuf. La graisse de bœuf a été un petit peu retirée, mais on peut employer une graisse de bœuf hydrogénée, hein, qui est spéciale pour friture. Raffinée comme on appelle, ouais, voilà. Alors pour les grands chefs, le fait de manger comme ça des frites, hein, entre amis avant d'aller au foot, c'est quoi? C'est un repos par rapport à la vie stressante du chef? Oui, je pense que c'est une décompression, hein, parce qu'en cuisine c'est tout le temps occupé, stressé, courir, regarder. C'est différent. Ici, on peut discuter une fois foot, on vient manger un paquet de frites. Et c'est plus la misère, hein, c'est la joie de vivre maintenant. Hein. Ouais. C'est le folklore aussi. Hein. C'est le folklore, c'est le plaisir de vivre. Ça fait partie de la soirée, ça fait partie du football. Si on perd, on a quand même eu quelque chose. Autre rendez-vous incontournable à Bruxelles, le marché aux puces de la place du Jeu de Baal, chaque dimanche matin. Le populaire quartier des Marolles s'anime alors pour quelques heures sur fond d'accents colorés. Je vais traînant ma vie de bistrot en bistrot, car Lily, ma Lily, si jolie. Et ce ne sont pas les seuls accents que l'on peut entendre à Bruxelles. Il en est d'autres plus fashion du côté de la rue Antoine Dansart et de la place Sainte-Catherine. Un petit air de Paris, Londres ou Barcelone qu'aime Pierre Marcolini. Vous avez le côté mode qu'on peut avoir, donc le côté créatif, ce qui me touche particulièrement, c'est du côté de l'avenue Antoine Dansart, où là, à la fois, on va rencontrer nos amis flamands, mais à la fois, on va avoir tout ce qu'on n'ose pas forcément dans le haut de la ville. Il y a à la fois les galeries, il y a à la fois les magasins, il y a à la fois les artistes. Vous allez tomber, si vous allez à l'Archiduc et vous allez prendre un verre, vous allez tomber sur Arnaud qui sera là. Donc il y a effectivement un tel brassage, il y a une telle diversité des choses. Ça me paraît vraiment très intéressant. Et je ne suis pas tombé sur ça ni à Paris, ni à Londres, ni même à Tokyo. Une ville, dit-on, écrit son histoire dans son architecture. Et il faut bien dire que depuis près d'un demi-siècle maintenant, l'histoire de Bruxelles s'écrit, sans mauvais jeu de mots, en lettres capitales européennes, puisqu'elle est le siège de ses principales institutions. Bruxelles qui est aussi le siège de l'organisation du traité Atlantique Nord, ce qui lui vaut d'être en Europe, en plus d'être capitale du Royaume de Belgique, la ville auprès de laquelle sont accréditées le plus de représentations internationales.
Bruxelles est en effet le siège de la Commission et des quelques 3000 fonctionnaires qui y travaillent au quotidien. Parmi eux, on retrouve Manuela. Elle nous offre de découvrir un endroit à son image, convivial et apaisant. Un resto-librairie qui ne s'adresse pas qu'à la communauté italienne. C'est cela aussi Bruxelles, un mélange des genres et des nationalités, une ouverture offerte à la ville par les instances européennes. C'est une ville qu'on apprend à connaître et qu'on découvre au fur et à mesure. Et c'est une ville à laquelle je me sens assez bien. Que j'apprécie pour son côté cosmopolite avant tout. C'est une ville qui a énormément à offrir, où il y a 250 nationalités qui sont représentées et chacun retrouve un petit morceau de chez soi ici. Et donc je vous ai amené ici parce que ça c'est un petit morceau d'Italie à Bruxelles, un endroit où je retrouve mes amis, où je peux parler ma langue, où je retrouve des livres italiens, des DVD, j'assiste à des concerts, à des présentations de livres. Donc, quand on a un peu la nostalgie du pays, un peu de saudade, on a des endroits qui sont devenus des points de référence. Il y a beaucoup d'intérêt autour de l'Italie, par toutes les nationalités d'Europe. Les gens étudient l'italien, ils voyagent en Italie, donc ils connaissent les différentes régions, ils connaissent les produits gastronomiques, ils connaissent les vins, et donc ils viennent ici pour chercher un peu ce qu'ils ont trouvé là-bas. On essaie de donner la culture italienne à les gens qui ne connaissent pas l'Italie ou à les gens qui veulent se rapprocher à l'Italie sans parler italien ou sans lire en italien. Donner quelque chose, pas seulement des pizzerias ou des restaurants, mais quelque chose un petit peu de plus. Parce que je crois qu'il y a un besoin de tous les gens qui travaillent ici à la Commission, ils ont besoin de ça. En 2000, lors d'un débat sur le rôle de Bruxelles en tant que capitale de l'Europe, Umberto Eco a donné une image qui m'a beaucoup plu, c'est-à-dire Bruxelles comme capitale light, pas comme capitale de l'hardware, mais comme centre d'un réseau. Donc un réseau qui facilite les échanges culturels, la communication, qui permet de raccourcir les distances et abattre les hiérarchies entre États membres, entre villes, entre régions. Et c'est ça que Bruxelles fait. Bruxelles même, elle est une ville bilingue, donc toutes les questions, une ville dans laquelle coexistent 250 nationalités, plusieurs religions, donc c'est vraiment une ville qui peut donner une contribution énorme au débat sur la pluralité, sur la diversité, etc.